Notre invité est Anani Sossou, il est consultant en communication politique et en stratégie de crise. Avec lui, nous allons parler de la crise actuelle entre l'Ukraine et la Russie, ou bien entre la Russie et l'OTAN. Finalement, Poutine contre tout le monde. Anani Sossou, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour Michel, bonjour à tous les spectateurs, téléspectateurs. Alors la question, elle est posée, Poutine contre tout le monde. Mais est-ce que Poutine est seul? Je lis par-ci, par-là depuis tôt ce matin à 4 heures, hein, en heure française, ce qui fait 3 heures en temps universel, la déclaration de la guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Et je dis sur les médias occidentaux, pro-occidentaux et dans les réseaux sociaux, tous ceux qui soutiennent l'Occident dans cette crise-là, qui décernent, qui ne décernent pas un satisfecit à Poutine, Ouais. mais l'envoie plutôt à l'abattoir. Et je me dis, est-ce que Poutine, il est un va-t-en-guerre ou bien quelqu'un qui ne réfléchit pas pour se faire harakiri, pour se tuer ou bien tuer tout son peuple, la Russie? Je ne le pense pas. Cette crise, elle a d'abord des fondements historiques, Ouais. hein. On va parler de l'historique de la crise. Elle a un fondement vraiment historique. Vous vous souvenez que il y avait deux blocs antagonistes dans le monde, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, sitôt après la Deuxième Guerre mondiale qui a vu les forces alliées, hein, c'est-à-dire le bloc de l'Est, composé essentiellement de l'ex-URSS, qui est devenu aujourd'hui la Russie, et les forces de l'Ouest, composées essentiellement des pays de l'Ouest, européens et puis des États-Unis. Et on avait vu que à la sortie de cette guerre-là, il y avait une guerre froide qui opposait le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest et qui a fait, par exemple, de Berlin, qui est aujourd'hui la capitale de l'Allemagne, deux entités complètement différentes et qui a fait de l'Allemagne deux pays complètement différents. C'est-à-dire qu'il y avait l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. Et le bloc, le monde plutôt s'est divisé en deux blocs, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, et le troisième bloc, c'est le bloc des non-alignés. Alors, jusqu'à la chute du mur de Berlin en novembre 1989, il y avait une clause qui liait l'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord, qui avait regroupé, après la Deuxième Guerre mondiale, qui avait regroupé l'ensemble des forces de l'Ouest contre le bloc de l'Est. Et il y avait une clause à la suite de la chute du mur de Berlin et de la dislocation de l'ex-URSS qui est composée notamment des pays comme la Géorgie, comme l'Ukraine, etc., comme les républiques aujourd'hui populaires de Donetsk et de Lugansk. Tout ça constituait l'ancien bloc soviétique, l'ex-URSS. Donc il y avait une clause à la sortie de la guerre qui disait que aucun pays allié occidental ne mettrait en péril la sécurité et les intérêts de l'autre. Et notamment, dans ces clauses-là, sous Gorbatchev, qui avait pris les commandes de la nouvelle Russie, il y avait la clause qui disait que l'OTAN ne peut pas ériger des frontières, ne peut pas ériger une armée ou bien ne peut pas avoir ses positions sur les frontières de la Russie. C'était une clause qui était bien claire là-dessus. Donc, au regard de cela, on avait compris que par après les indépendances de toutes les républiques de l'ex-URSS dans l'Ukraine, etc., on avait compris que et à la fois la Géorgie et à la fois l'Ukraine voulaient adhérer à l'OTAN. La clause étant là que l'OTAN ne peut pas avoir des forces sur les frontières de la Russie, il est clair pour la Russie qu'elle ne peut pas accepter que son ennemi puisse venir et s'armer sur ses frontières, ce qui menaçait sa propre sécurité. Je rappelle un fait historique. On était en pleine guerre froide et Cuba avait des problèmes avec les États-Unis, avec l'oncle Sam. Fidel Castro, révolutionnaire, avait fait appel à la Russie pour lui apporter assistance. La Russie a accepté, la Russie était venue avec ses armes, avec ses sous-marins, ses torpilleurs, etc., pour s'installer à Cuba.
les États-Unis ne l'ont jamais accepté. Pourquoi? Pour la simple raison que, entre Cuba et Miami, la ville de Miami, il n'y a qu'une bande de mer qui sépare Cuba de cette bande, de cette terre américaine qui est Miami. Donc l'Amérique n'a pas voulu que la Russie s'installe à ses portes. Et c'était normal, c'était compréhensif, parce que c'était deux blocs qui se voyaient en chaîne de faïence, et ce sont deux blocs qui voulaient se détruire l'un l'autre. Mais comment est-ce que maintenant la Russie, les États-Unis qui ont refusé que la Russie s'installe à leur porte à Cuba, qui est un pays souverain, qui peut faire appel à tout pays à qui il veut pour défendre ses intérêts, étant donné que les États-Unis avaient à plusieurs reprises fomenté des coups, non seulement pour assassiner Fidel Castro, mais pour déconstruire et détruire la révolution cubaine. Donc les États-Unis n'ont jamais accepté que la Russie, l'ex-URSS, s'installe à ses portes à Cuba. La conséquence c'était quoi? C'était les sous-marins dans le Pacifique qui ont commencé à se torpiller les uns après les autres. C'était des missions des services de renseignement qui tuaient les opposants à Castro. C'était les États-Unis qui finançaient l'inflation sur le marché cubain à travers la déversion de fausses monnaies cubaines qu'on déversait sur le marché. C'était les embargos sur Cuba. Je ne sais pas si vous vous rappelez cela. C'est exactement un peu la situation. C'est le même schéma actuellement. Oui, c'est exactement la même situation comme en Guinée, en séquentiel, lorsque Sékou Touré avait dit non à De Gaulle. Qu'est-ce qui s'est passé? Foccart avait déversé de fausses monnaies guinéennes sur le marché pour qu'il y ait l'inflation, pour que les Guinéens se révoltent, etc. etc. Et puis, vous avez vu les nombreux coups d'État que Sékou Touré a dû subir, etc. Donc, c'est le même schéma qui se produit aujourd'hui. Du moment où les États-Unis n'ont pas accepté que l'ex-URSS positionne non seulement ses sous-marins sur ses frontières et positionne ses missiles sur ses frontières, c'est de la même manière aujourd'hui que la Russie refuse que les missiles de l'OTAN soient positionnés à ses forces. C'est simple, Michel. C'est comme vous êtes dans votre maison et à côté de votre maison, vous avez votre voisin. Et du jour au lendemain, votre voisin accepte ou bien veut accepter votre ennemi juré, qui a juré par tous les moyens de vous détruire. Et que votre voisin de votre maison accepte d'accueillir cet ennemi-là dans sa maison. Alors que vous avez des maisons mitoyennes. Est-ce que vous allez l'accepter? C'est le même schéma. Vous faites face aux voisins en même temps. C'est le même schéma aujourd'hui. Tous les pays au monde, surtout les pays occidentaux, adoptent une stratégie pour d'abord leur propre sécurité intérieure et deuxièmement, pour se protéger et protéger leurs intérêts. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez, les États-Unis ont des bases militaires un peu partout, à des milliers de kilomètres de leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils protègent non seulement leurs intérêts, mais ils protègent également leur sécurité. La France a des bases militaires en dehors. C'est pourquoi? C'est pour essayer d'anticiper sur des risques sécuritaires, tout simplement. Donc, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi on peut dénier à la Russie de non seulement protéger son territoire et ses concitoyens, mais de protéger également son territoire, ses frontières, mais aussi de se protéger et de protéger ses intérêts géostratégiques. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, Poutine avait dit en 2014, je me rappelle bien que lorsqu'on parle du droit international, il n'est du droit international lorsque cela sert les intérêts des Occidentaux. Mais lorsque ça sert les intérêts des autres, ce n'est plus le droit international. C'est le droit, ou bien la violation du droit, ou bien l'invasion, comme on l'appelle aujourd'hui. Ce n'est pas de l'invasion. Les républiques qui sont aujourd'hui reconnues par l'Union soviétique comme Lugansk, Donetsk, ce sont des républiques qui sont russophones. Et ce que les gens oublient de dire aussi, c'est que c'est la position de l'Ukraine par rapport à ces régions russophones. Puisque l'Ukraine ne veut pas reconnaître un droit d'autonomie de ces populations, que ces populations ont voulu, d'un premier abord, proclamer leur indépendance, ou bien, et dans un deuxième volet,
vouloir s'affilier ou bien rentrer dans la République de Russie. Donc, ce n'est pas le premier précédent, d'ailleurs. Le Donbass, ce n'est pas le premier. Il faut voir ce qui s'est passé en Géorgie avec l'Ossétie du Sud ou bien avec l'annexion de la Crimée, etc. Donc, le fait est simple. La Géorgie voulait faire partie de l'OTAN. L'Ukraine aussi voulait faire partie de l'OTAN. La clause était là que l'OTAN ne pouvait pas ériger des frontières avec la Russie. Et aujourd'hui, Poutine protège non seulement son peuple, mais protège aussi les intérêts de son peuple. Et c'est une question géostratégique. Cette crise actuelle, Anani Sossou, a des incidences politiques, sans doute. Mais bien sûr, vous allez voir que le Conseil de sécurité aujourd'hui va se diviser, parce que le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui. Et je pense que le Conseil de sécurité va sans doute se diviser. Donc on va voir vous savez qu'il y a 5 pays qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité, dont la Russie, dont la Chine. Vous avez vu aujourd'hui que le ministre chinois des Affaires étrangères a dit qu'il ne faut pas parler d'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qu'il faut parler plutôt de protection de la Russie. Vous voyez la nuance. Cela veut dire simplement que quand les Occidentaux parlent aujourd'hui d'invasion, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais de quel droit aujourd'hui l'Occident peut se permettre d'envahir tous les pays au monde et on ne parlera jamais d'invasion? Vous avez vu, je vous rappelle, je vous fais un petit souvenir. Hein. Les États-Unis avaient dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Pour ce faire, ils ont outrepassé même les consignes du Conseil de sécurité pour envahir l'Irak. Et au finish, on s'est rendu compte qu'il n'y a jamais eu... Et Colin Powell a regretté oui, on s'est rendu compte qu'il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive. Et le secrétaire d'État à l'époque, Colin Powell, avait regretté qu'il a été pris dans la bourbe de George W. Bush. On se rappelle également du précédent libyen, où Nicolas Sarkozy et David Cameron ont essayé, ou bien ils ont entourloupé Barack Obama pour dire que Kadhafi, le colonel Muammar Kadhafi, allait commettre un génocide sur son propre peuple. Et la conséquence était qu'ils ont détruit ce pays, ils ont militarisé les rebelles, ils ont détruit ce pays-là. Et aujourd'hui, la conséquence est là. Au nom de quoi ces États occidentaux peuvent, au nom de leurs intérêts et de leurs intérêts stratégiques et géopolitiques, aller envahir des pays qui sont à des milliers de kilomètres de chez eux et dans le même temps interdire à la Russie de se protéger contre peut-être une nouvelle agression. Si par exemple, et c'est ce qui devrait arriver d'ailleurs, si la Russie se laisse faire et que demain l'OTAN accepte ou bien Poutine laisse faire et que l'Ukraine devient membre de l'OTAN, cela veut dire que l'OTAN va positionner ses missiles en Ukraine et puis ces missiles peuvent être dirigés vers la Russie à tout moment. Vous savez qu'il y a des forces militaires américaines en Pologne. La Pologne a une frontière commune avec la Russie. Donc vous voulez que ce pays-là soit encerclé et ne se défende pas? Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, au nom de cette confidentialité, au nom de cette clause-là, qui avait uni l'OTAN et l'ex-bloc soviétique devenu la Russie avec Gorbatchev, je ne vois pas en quoi on peut dénier aujourd'hui le droit à la Russie et à Poutine de se défendre contre toute agression extérieure. La même chose se passe aujourd'hui avec, par exemple, la Corée du Nord, où la Corée du Nord lui dit non, ne fais pas ceci, tu n'as pas le droit à l'arme nucléaire, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit... Mais au nom de quoi la Corée ne va pas s'armer pour se protéger? Vous voyez le camp de l'Iran, par exemple. On dit que l'Iran ne peut pas avoir l'arme atomique. Pendant ce temps, on permet à Israël de disposer de l'arme atomique pour se défendre. Pendant ce temps, on applaudit, par exemple, Israël qui fait des incursions au Liban, soi-disant pour détruire le Hezbollah, ou bien qui occupe le plateau du Golan en Syrie. Au nom de quoi, par exemple, eux peuvent avoir le droit de tout faire, et tandis que l'Iran qui veut se protéger contre l'ennemi israélien, on lui dénie ce droit-là. C'est la même chose aussi. Hein. Je vais terminer sur ce point-là pour donner des exemples, pour que les gens comprennent que ce qui se passe, c'est fondamentalement une guerre de positionnement, de stratégie, de géostratégie. L'exemple, il est encore là avec la France. Pendant que
on sanctionne le Mali, on l'étouffe économiquement, on bloque ses avoirs, on ferme ses frontières, on l'exclut de tout. Même son argent propre, on refuse de le lui donner parce qu'il y avait un coup d'État et qu'il n'y avait pas un respect, par exemple, de la durée de transition, et qu'on le condamne. Dans le même temps, on dresse un tapis rouge au fils Déby, Mahamat Déby, on lui dresse un tapis rouge, alors qu'il a posé le même acte, il a pris le pouvoir de manière militaire et il a également pris le pouvoir de manière anticonstitutionnelle. Et aujourd'hui, le pire, c'est qu'on ne demande même pas au Tchad d'avoir un chronogramme, un agenda pour la transition afin de passer au régime constitutionnel. Vous voyez l'ambiguïté dans les relations? Donc, le droit, il est bon quand ça remplit les intérêts des Occidentaux, Européens et Américains, mais il n'est pas bon quand il s'agit par exemple de l'Afrique, quand il s'agit par exemple de la Russie, quand il s'agit du Venezuela, quand il s'agit de la Chine, quand il s'agit de la Corée du Nord, quand il s'agit du Nicaragua et quand il s'agit des républiques qu'on dit faibles. Non, cela ne peut pas continuer comme ça. Il faudra quand même qu'on ait quelqu'un de la poigne pour équilibrer les stratégies au niveau du monde. Sinon, déjà, pendant plus de 100 ans, l'Occident a dominé le monde. Il faudra un rééquilibrage de toutes les forces. Donc, vous pensez que c'est ce qui explique la position de ces pays que vous avez cités tout à l'heure? Il y a aussi le Venezuela qui supporte la Russie. On parlait de la Chine, de l'Iran, de la Corée et autres. Mais c'est normal. Du moment où on dénie le droit à certains peuples d'accéder, mais on dirait que l'Occident... Quand je parle de l'Occident, je parle principalement de l'Europe et des États-Unis. On dirait qu'ils ont la mémoire sélective. Quand il s'agit d'eux, tout est bon, en Irak, en Syrie, en Libye, au Mali, etc. Quand il s'agit d'eux, tout est bon. Mais quand il s'agit, par exemple, d'autres pays qui voulaient aussi avoir le même droit de protection, le même droit à la vie, le même droit à l'économie mondiale, mais on pense immédiatement que non, ça ne pourrait pas se faire parce que ça bloquerait nos intérêts, les intérêts américains, je voulais dire, et européens, ça bloquerait les intérêts. Et de manière géostratégique, quel pays ne voudrait pas aujourd'hui assumer et assurer son avenir et l'avenir de sa population? Vous avez parlé de l'économie, ce prisme est très important. Il y aura aussi des incidents économiques sur les prix des matières premières. Ça c'est clair. Déjà dès hier, le prix du Brent et du baril du pétrole ont atteint des sommets. Plus de $100 déjà sur le marché aujourd'hui. Donc, vous avez vu, c'est comme la crise financière de 2008, avec la crise des subprimes aux États-Unis, au niveau des banques et de la bourse américaine. C'est la même chose aujourd'hui. Le Brent a connu une hausse vertigineuse, le baril du pétrole également. Et le problème, c'est que nous, les Africains, on va se dire qu'on n'est pas concernés, mais c'est un faux débat. On est concernés, puisque quand le prix du pétrole augmente, ça va augmenter sur le marché. Le Togo, par exemple, ne produit pas du pétrole. Le Togo ne raffine même pas, puisqu'on importe même le produit raffiné qu'on met dans nos stations-service. Donc ça va avoir un coût sur, par exemple, le litre du carburant à la pompe. Et les gens disent que bon, il y aura augmentation, il n'y aura pas, etc. Mais moi, je peux dire avec certitude aujourd'hui que dans les prochaines heures, les prochains jours, il y aura une augmentation du prix du pétrole à la pompe chez nous. Donc, déjà que, avant même cette crise, il y a un problème au niveau du prix de l'énergie en Europe. Le prix de l'énergie a fortement augmenté, de plus de 6% avant le début de la crise ukrainienne. Ce qui fait que les Français, les Allemands, les Belges, etc., les Européens et les Américains paient plus le prix de l'énergie, puisque eux, ils utilisent non seulement l'énergie pour le chauffage, mais également pour les besoins de la cuisine, pour l'industrie, et également pour conduire. Ils utilisent le carburant pour conduire leur voiture, etc. Donc ça a déjà eu des incidences. Et vous avez vu que le gouvernement français, le gouvernement belge et allemand ont même fait en sorte pour donner quelques cadeaux, 100 € par exemple, en matière d'énergie pour soulager les souffrances des populations. Mais ce n'est que le début. Ça va avoir des incidents jusque chez nous. Ça, c'est au niveau de l'énergie. Mais en dehors de ça, n'oublions pas que c'est la Russie qui fournit, par exemple, à l'Allemagne 55% de sa consommation en gaz, en énergie. 55%.
Vous rendez compte? Et si la Russie coupait les vannes? Et avec les sanctions qui pleuvent sur la tête de la Ouais. Russie, Mais ça, si vous me permettez, oui, si vous me permettez au niveau des sanctions, je vais y revenir. Mais je vais parler rapidement des incidences économiques sur la crise ukrainienne aujourd'hui. Donc je disais que rien que l'Allemagne, c'est la Russie qui lui fournit 55% de sa consommation en énergie. Il y a le gazoduc russe qui relie directement la Russie à l'Allemagne. Et à travers l'Allemagne, maintenant, on fait la redistribution dans les autres pays européens. Si la Russie ferme les vannes, ça va coûter cher. Et je sais que vous allez me demander l'incidence aussi sur l'économie russe. On va en revenir tout à l'heure. En dehors de cela, la Russie est devenue aujourd'hui le premier producteur du blé. Aujourd'hui, le blé a connu une hausse vertigineuse de plus de 10%, rien qu'aujourd'hui. La Russie fournit également d'autres matières premières au monde, notamment les graisses et les huiles végétales, etc. Donc, il y a tout ça qui ont connu une explosion au niveau du prix sur le marché aujourd'hui. Et ça aura des répercussions, non seulement sur l'Europe, mais jusqu'en Afrique aussi, dans le reste du monde, même jusqu'en Amérique latine et en Asie, etc. Donc, vous voyez que cette crise, elle est non seulement politique, mais elle est fortement économique. Donc, je vais revenir à ce que vous allez dire, l'incidence maintenant sur la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé en matière de sanctions? Donc, je vais lier les deux en même temps. Vous vous rappelez que déjà en 2014, lors de l'annexion de la Crimée, l'Occident avait pris des sanctions contre la Russie en 2014. Le résultat est simple pour la Russie. La Russie a fait rapatrier tous ses avoirs qui sont à l'extérieur, qui sont calculés en dollars, ou bien qui sont payés en dollars, ou bien qui sont des réserves en dollars dans les banques américaines et européennes, les a rapatriés. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans le même temps, il a développé une économie interne. C'est pour ça que la Russie est devenue autonome sur un plan alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire. La Russie est devenue autonome sur un plan d'énergie et la Russie est devenue autonome sur un plan de financement de son économie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le précédent de 2014, avec les sanctions, etc., ont fait comprendre à la Russie que non, il faut user d'astuces, de stratégies pour pouvoir rapatrier tous nos avoirs, pour que ces avoirs-là soient à l'interne. Par exemple, aujourd'hui, si la Russie vend son énergie, le gaz ou bien le pétrole, etc., à un pays tierce, au lieu que le pays-là le paye en dollars comme avant, la Russie a exigé que cela soit payé en roubles et directement à la Banque de Russie. Ce qui fait qu'ils ont atteint une suffisance économique et monétaire qui a permis à Poutine de financer l'économie interne. Donc les sanctions ne vont pas trop peser. Quand vous écoutez aujourd'hui tous les analystes, qui passent en dehors de des propagandistes, ceux qui font de la propagande pro-occidentale, bien qui sont anti-russes, anti-soviétiques, etc., quand vous les écoutez, ils vont dire que maintenant, les sanctions aujourd'hui ne serviront pas à grand-chose. Puisque Poutine, comme je le disais, il n'est pas un va-t-en-guerre, c'est pas quelqu'un qui va se faire harakiri. Il a réfléchi déjà aux conséquences de cette guerre-là avant de reconnaître les indépendants des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Puisque le précédent de la Crimée, de l'Ossétie du Sud était déjà là. Donc il a réfléchi à tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui il bombe le torse. Et ce qu'il fait encore, c'est que il menace même ceux qui vont interférer dans cette affaire-là. Il les menace même qu'ils auront des conséquences qu'ils n'ont jamais vues. Donc la Russie, Poutine, n'est pas quelqu'un d'inintelligent qu'on pense. Il a réfléchi à toutes les conséquences. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, chacun devrait mettre de l'eau dans son vin. Oui, à la fois les Occidentaux qui disent aujourd'hui que non, la Russie va avoir des problèmes, les conséquences seront graves pour la Russie, ils vont les sanctionner sur le plan économique, ça ne servira absolument à rien du tout. Quand il y a invasion, quand il y a guerre, il y aura des pertes en vies humaines. Mais ça ne servira absolument à rien. Il ne faut pas qu'on retourne dans les drames du siècle dernier, notamment de la Deuxième Guerre mondiale, et des conséquences même de la guerre froide. Il ne faut pas qu'on retourne à ça aujourd'hui. On doit comprendre que les clauses doivent être respectées. C'est-à-dire que ne pas établir de frontières de l'OTAN avec la Russie. C'est tout ce qu'ils demandent pour qu'il y ait des escalades. Pourquoi les Occidentaux veulent coûte que l'OTAN soit aux portes de la Russie s'ils n'ont pas une idée derrière la tête. Donc aujourd'hui, je pense que à la fois l'Occident devrait mettre de l'eau dans son vin pour essayer de respecter les clauses signées en 89 lors de la chute du mur de Berlin qui avait donné l'occasion
aux républiques soviétiques de s'autodéterminer. Et de la même manière, la Russie doit comprendre qu'elle ne peut pas vivre de manière cloisonnée, isolée du monde, même s'ils ont aujourd'hui tous les moyens. Il faudra que chacun puisse faire en sorte qu'on cultive, qu'on ait une culture de paix, une culture de tolérance, une culture de proximité et de vivre ensemble. C'est de cette façon-là qu'on peut garantir la paix dans le monde. Et surtout en sachant qu'aujourd'hui, plusieurs pays ont l'arme atomique. Imaginez un seul instant si une guerre mondiale s'éclate et qu'un président fou, un président fou, se lève et appuie sur le bouton. Anani Sossou, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes consultant en communication politique et en stratégie de crise. On a envie de vous revoir la prochaine fois. Merci beaucoup, Michel. J'attends l'invitation. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.